Et voilà. Donc, on va regarder différentes librairies qui nous permettent de travailler avec des données. Donc, comme je l'ai dit, le deuxième travail pratique, il fait plein de choses. Hein? Donc, on va lire dans le fichier, on transforme les choses, puis vous avez fait du code qui nous permet de faire ça. Bon, j'ai été méchant parce que, ultimement, tout ce code-là, on n'avait pas vraiment besoin de le faire parce qu'il y a des librairies qui existent qui vont nous permettre de nous faciliter la gestion de ce genre de problématiques-là. Donc, on va regarder 3 librairies qui s'emboîtent l'une dans l'autre, qui vont nous permettre de travailler avec ce genre de problème-là. Fait que la première librairie de la journée, ça va être NumPy, qui est utilisé pour tout produit scientifique, toute gestion de données scientifiques. Fait que le principe de NumPy, c'est une librairie que tu peux aller chercher, puis une fois que tu l'as, tu peux l'utiliser pour représenter des tableaux, des matrices mathématiques à l'intérieur de programmes de Python. Ici, il faut faire attention parce que, tu sais, on a vu le principe de liste. Hein, le principe de liste qui nous permettait d'ajouter des éléments. Puis, on a vu le principe d'avoir des listes dans des listes. OK, c'est aussi possible. Mais avec NumPy, ça nous permet d'avoir des matrices mathématiques. Puis, d'avoir les propriétés, les opérations, puis tout le package qui vient avec toutes ces possibilités-là. Donc, le principe ici, c'est qu'on a besoin d'importer la librairie NumPy pour être capable de l'utiliser. Ici, quand on importe une librairie, on l'avait vu avec Math, après ça, il faut toujours utiliser le nom de librairie, point le nom de la fonction ou la méthode qu'on veut utiliser avec. Ici, on a un petit raccourci qu'on ne s'était pas montré jusqu'à présent, là, parce qu'on n'a pas utilisé à outrance des librairies. Mais quand on commence à beaucoup utiliser les librairies, ben, on va vouloir diminuer le nombre de tapochages que j'ai à faire à l'écran. La convention nous dit, j'importe NumPy, mais ce que je vais utiliser, c'est que je vais utiliser le mot-clé NP pour être capable de gérer cette affaire-là. Donc, à chaque fois que je vois NP par la suite, c'est comme si j'avais marqué NumPy sans avoir écrit cette partie-là. Fait que si on regarde, on peut créer des matrices. Hein? Donc, des matrices avec NumPy commence avec la création d'une matrice, puis on peut voir qu'on lui fournit une liste, puis lui va créer une matrice mathématique à partir de ça. Fait que ça va nous permettre de faire des opérations mathématiques qu'on n'est pas capable de faire avec des listes. Fait que le principe, c'est que, bon, on a maintenant un array dans A, hein, puisqu'on a créé le array, on a mis la liste à l'intérieur, puis ça s'en va dans A. Fait que là, à partir de là, on peut commencer à utiliser toutes les fonctionnalités qui viennent avec les arrays de NumPy. Fait qu'on peut avoir le shape, la propriété shape, qui va me dire c'est quoi la taille de la matrice. En ce moment, c'est une 3 par rien, hein, parce que c'est une affaire de une dimension. Puis, on peut aller le chercher l'information exactement comme on avait avec les outils de liste. Donc, on va voir que ça s'apparente beaucoup à ce qu'on a vu avec les listes. C'est juste que c'est comme il y a de la valeur ajoutée, il y a des éléments ajoutés qui viennent avec. On a des fonctions spéciales qui permettent de créer des matrices automatiquement. Donc, déjà là, c'est quelque chose qu'on n'a pas vraiment de possibilité avec juste les listes par défaut. Donc, souvent, on veut créer des matrices de 0, des matrices avec des 1, des matrices avec une valeur spécifique, ou sinon, ce qu'on appelle des matrices identités, là, où c'est que tu as une matrice de 2 dimensions, puis dans le milieu, dans la diagonale, tu veux juste des 1. Fait qu'il y a plusieurs fonctions qui existent pour juste créer des matrices. Si on regarde toutes ces informations-là, hein, je peux toujours aller les chercher dans la documentation de NumPy. Donc, dans la documentation de NumPy, j'ai différentes possibilités. OK, je peux aller voir, mettons, la référence. Puis, je peux aller voir ici comment je peux aller travailler avec les différentes fonctions. Fait que je peux voir, OK, ben, dans NumPy, il y a le principe d'une matrice. Comment je fais pour construire les matrices. OK? Puis, je peux voir ici, il va y avoir toutes les différentes fonctions, tous les différents attributs que je peux commencer à vouloir essayer. OK?
Donc, si, mettons, je recherche le ones, je peux voir qu'il y a pas mal d'exemples. Au pire, je peux aller chercher directement dans la documentation elle-même. Et ici, fait que je peux voir les différentes fonctions de création. Fait que on a zeros, on a ones, on a linspace qu'on va voir tantôt. Donc, il y a plein de différentes fonctions qui me permettent de créer les différentes matrices. Donc, déjà là, juste pour des outils de création, c'est un avantage. On est capable de créer des sous-matrices. Okay, donc là, c'est là que ça devient plus intéressant que qu'est-ce qu'on a fait avec les listes. Donc, on peut, quand on a une matrice de 2 dimensions, okay, donc je peux ici créer une matrice à partir de plusieurs différentes listes. Okay, donc ça serait habituellement des listes imbriquées, mais là, ça devient une matrice mathématique de 2 dimensions. Puis à partir de là, je peux utiliser un seul niveau d'indiçage, juste une seule braquette carrée avec une virgule à l'intérieur. Ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas du tout la possibilité de faire quand on travaille avec des listes. Okay? Donc là, ici, je vais sélectionner dans ma grande matrice, je viens aller sélectionner un petit carré à l'intérieur de ça. C'est pas du tout quelque chose qu'on est capable de faire avec des listes, qui est automatiquement inclus avec NumPy pour être capable de faire la gestion des différents éléments. Fait qu'on peut aller, à partir de là, juste aller modifier une de ces parties de là, puis c'est relié ensemble, ça le change automatiquement, mais le principe de juste faire une sous-sélection, c'est quelque chose de nouveau. On est capable aussi de sélectionner soit des lignes, soit des colonnes d'un coup. Une autre chose qu'on n'est pas capable de faire avec des listes imbriquées, okay, parce que ça n'a pas connaissance de les différentes dimensions d'une matrice. Donc, on est capable d'utiliser la même syntaxe qu'on pourrait penser qui serait utile. Si on avait vu que le 2 points, ça me permettait de comme tout sélectionner à partir d'un élément. Ben, on peut aller dire, ben, je prends la ligne 1, toutes les colonnes, puis on va aller chercher ça. Donc, on a des exemples pour aller travailler avec ça. Ici, je vais comme passer vite au travers qu'est-ce qui est possible de faire avec NumPy pour être capable de aller voir quelle autre librairie utilise cette librairie-là pour faire des affaires encore plus funky puis encore plus faciles en tant que développeur, en tant que futur scientifique de la donnée, hein, un data scientist. Donc, ici, on a le 2.2, ici. Ici, c'est que ça va chercher à partir du début jusqu'à 2. Ici, pour clore le sujet de tantôt, on avait voté pour le 21, donc avec ces différents éléments-là, ici d'évaluation. C'était ça qu'on avait décidé au début. Je n'avais pas su porter à votre attention que c'était peut-être durant une semaine d'examen, fait que c'est pour ça que je voulais possiblement revenir s'il y avait l'unanimité seulement qui allait justement briser le vote initial. Yes. Et parfait. Donc ensuite, on a la possibilité d'aller chercher certaines possibilités derrière, où c'est qu'on va chercher juste certains éléments à l'intérieur. Donc, avec le array suivant, là, où c'est qu'on a juste le 1, 2, 3, 4, 5, 6, on peut aller chercher juste des paires d'informations. OK, donc ici, on a 3 lignes, 2 colonnes. Puis on peut dire, je veux avoir un nouveau élément qui va juste être le 00, le 11, puis le 20. Donc ça me permet d'aller comme créer automatiquement des nouveaux tableaux comme on
l'avait fait auparavant. Donc, c'est l'équivalent d'aller chercher chacun des éléments individuellement, puis de le créer dans une autre matrice qui serait propre à lui. On a aussi la possibilité de créer des matrices booléennes. Donc, ça, c'est quelque chose qui est très fort quand on veut trouver une condition à travers une matrice quelconque. Donc, si on regarde ici, on a une matrice, OK, encore une fois avec le 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puis, je veux savoir, c'est quoi les éléments là-dedans qui sont plus grands que 2. Fait que, juste en faisant ça, lui va créer une nouvelle matrice qui va aller avoir les valeurs vraies ou faux pour la condition que j'ai établie rendue ici. Donc, le 1, 2, 3, 4, 5, 6, on a le 1 puis le 2 qui ne sont pas plus grands que 2, puis toutes les autres sont plus grands. Inversement, on peut même aller chercher les différentes valeurs qui sont disponibles à partir de là. OK? Donc, je peux juste aller dire, donne-moi toutes les valeurs qui sont plus grandes que 2 à l'intérieur de celui-là. Puis, puisque on a ici une valeur intermédiaire, là, on peut directement prendre cet élément-là puis le mettre comme étant un indice que je vais aller chercher par moi-même. Donc, le principe de NumPy, c'est vraiment juste d'être capable de représenter des matrices mathématiques d'une manière qui s'agence bien avec le code en Python. Donc, ça me donne la possibilité de travailler avec des produits matriciels, OK, avec des produits croisés, donc tous les genres d'opérations matricielles qui peuvent être intéressantes sont directement inclus à l'intérieur de la librairie. Donc, NumPy, ce n'est pas, par exemple, quelque chose que tu vas venir utiliser souvent directement. La majorité du temps, ça va être quelque chose qui va être utilisé par une autre librairie. Fait que souvent, tu vas comme créer des données avec NumPy, mais tu n'iras pas travailler directement avec cette librairie-là. Fait que ça... Mais c'est comme le point de départ, okay, de la majorité des librairies qui travaillent sur les données. Donc, c'est important de comprendre que ça existe, puis c'est important de comprendre que ça peut représenter les différentes données mathématiques à l'intérieur de matrices mathématiques. Fait que ça, c'est notre première grosse librairie qu'on regarde aujourd'hui. La deuxième grosse librairie, ça va être une librairie d'affichage, donc une librairie de visualisation. Donc, cette librairie de visualisation, elle s'appelle Matplotlib. OK, donc pour Matrix, plot pour dessiner, puis lib pour library. Ici, Charles demande... Juste pour être sûr, c'est toujours ligne, colonne dans les matrices, effectivement. Donc, quand on parle de matrice, la première dimension, la première valeur, c'est toujours des lignes. La deuxième, c'est toujours des colonnes. C'est comme si on regarde un Excel. Là, tu t'en vas dans la ligne, puis après ça, tu t'en vas dans la colonne. C'est juste que c'est des chiffres pour les deux. Fait que notre deuxième librairie extrêmement intéressante, là, ça va être pour faire de la visualisation. Donc, Matplotlib, ou plus communément appelé MPL, va nous permettre de visualiser, faire des graphiques, puis d'afficher ces graphiques-là. Donc, si on regarde un exemple simple et typique, si on regarde ici, bon, on voit ici qu'on importe NumPy pour s'aider à la création d'éléments, pour s'aider à travailler avec Matplotlib. Fait que si on regarde ici, on crée quelque chose qui s'appelle X, puis je crée avec linspace. Fait que là, la question, c'est quoi ça, linspace? Fait que on fait NumPy linspace. Puis si on regarde ici, on a une description de fonction qui est en passant les mêmes descriptions que je vous ai données durant toute la session. Fait que ça vous permet de facilement vous retrouver. Donc, on a le nom de la fonction. On a une liste de paramètres. Dans la liste de paramètres, on a tous les paramètres qu'on peut avoir. On peut voir ici qu'il y en a beaucoup d'optionnels, pardon. Puis, on peut voir ici que ça retourne quelque chose.
Hein, donc, c'est une fonction, ça prend des paramètres, ça va retourner différentes informations que je peux utiliser. Fait que qu'est-ce que ça fait? Ça retourne un intervalle avec des sauts qui sont quantifiés toujours à la même valeur. Fait que, mettons ici, je peux dire va de 0 à 100 avec des sauts de 0.5. Fait que là, ça va faire 0, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5. Fait que ça me fait juste une ligne, une ligne avec tous les points à l'intérieur de cette ligne-là. Donc, linspace, c'est ça que ça fait. Parfait. On est maintenant conscient de ça. Fait que on peut regarder ici, qu'est-ce que ça donne? Ben, je peux voir que ça là va de... Il y a 3 paramètres qui sont utilisés en ce moment. Fait que je peux voir le start, qui était à 0. Ensuite, deuxième paramètre, il y a le stop, qui me dit que ça va à 10. Fait que ça devrait aller de 0 à 10. Puis, je peux voir ici num, qui est le nombre de valeurs qui sont à générer. On dit que si tu ne le mets pas, ça va être à 50, mais je peux voir ici que moi, j'ai décidé d'avoir 100 valeurs. Fait qu'en ce moment, ça va de 0 à 10, puis il va y avoir 100 valeurs entre chacun. Okay? Un petit calcul rapide me dit que ça va être des sauts de 0.1. Fait que dans X, j'ai une matrice qui va avoir toutes ces valeurs-là. Fait que là, je veux faire afficher un graphique qui utilise des données quelconques. Là, ici, j'ai juste une ligne avec des valeurs éparpillées. Fait que ce que je fais, c'est que j'utilise la fonction plot de matplotlib. Fait que là, comment je fais pour savoir ça? On va ici, mettons, si on vient ici, puis je marque... Donc, un point important pour être capable de comprendre comment utiliser ces différents éléments-là, ça va être d'être capable de lire les différentes documentations. Si vous voulez faire ça, toute la documentation est là, tous les manuels sont là, tous les exemples sont là. Fait que si on regarde ici, plot, par défaut, a besoin d'avoir 2 paramètres, les X puis les Y. OK. Ici, on a le X, donc des différents éléments. Puis, on va avoir le NP sin, donc une fonction sin qui va s'être appliquée sur une matrice. Fait que ça va me trouver le sinus de toutes les valeurs qui sont à l'intérieur. Donc, ici, Béatrice demande, est-ce que je peux voir le graphique sur Replit? Il me semble que oui. Il me semble qu'il y a des fonctionnalités automatisées qui vont le faire, mais je ne suis pas 100% certain. Habituellement, quand tu commences à avoir des différentes librairies, c'est là que tu commences à utiliser les Jupyter Notebooks pour être capable de travailler avec. Puis avoir comme un feedback instantané de qu'est-ce que tu es en train de faire. Mais au pire, tu peux prendre juste la partie de code puis l'essayer sur Replit. Il me semble qu'ils ont quelque chose qui le fait fonctionner, mais je ne l'ai pas testé par moi-même. Donc, ce qu'on peut voir ici, c'est on va en fait juste trouver le sinus de X. Fait que après ça, on peut voir, je fais un deuxième graphe dans la même figure qui me demande de trouver le cosinus de X. Fait que je peux voir ici, j'ai 2 courbes, une qui a le sinus, l'autre qui a le cosinus. Puis c'est ça qui est généré avec ces fonctionnalités-là. OK? Donc, Charles demande, l'examen final, il va être sur quoi? L'examen final va être pour être fait sur Replit. Encore une fois, ce que je montre aujourd'hui, c'est du stuff extracurriculaire. Okay? Donc ici, c'est un peu le tremplin si vous voulez continuer à utiliser de la programmation pour être capable de régler des problèmes de nature numérique. Ce qu'on a fait, nous autres, c'est comme la base. Puis, ultimement, la base a été déjà... tous les problèmes typiques ont déjà été résolus. Il y a déjà quelqu'un qui a fait une librairie pour tout régler qu'est-ce que tu fais habituellement. Fait que là, le principe, c'est de dire, OK, si je veux juste régler des problèmes, si je veux juste répondre à des questions, pas nécessairement dans le cadre d'un cours d'introduction à la programmation, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux utiliser pour me faciliter la vie puis d'avoir des réponses rapides et concrètes à
différents problèmes de données, de visualisation. Fait que le principe, après ça, c'est de savoir comment est-ce que je peux représenter différentes informations à l'intérieur de ça. Fait que là, c'est d'être capable de voir qu'est-ce qui est possible avec la librairie. Fait que le principe, c'est que quand on travaille avec Matplotlib, donc ici, je suis sur le site de Matplotlib, chaque figure a différentes composantes à l'intérieur. Okay? Donc, on a la figure qui représente tout ce qui est affiché. Puis, à l'intérieur de ça, on a un paquet de fonctions, un paquet de propriétés, un paquet de méthodes qui peut venir travailler avec différents éléments pour faire afficher qu'est-ce qu'on a besoin. Fait que ici, c'est toujours avec des graphiques à points, mais il y a aussi des histogrammes, il y a aussi des pie charts. Tous les éléments sont disponibles dépendamment des fonctions que tu veux utiliser. Mais ici, on a comme une espèce de... tous les éléments importants à savoir qu'est-ce que je peux contrôler quand je travaille avec Matplotlib. Donc, on a le principe de la figure qui représente tout ce qu'on est capable de voir. Donc, quand j'ai une figure, c'est ça qui représente qu'est-ce qui va être affiché. Fait qu'une figure représente quelque chose d'affiché. À l'intérieur, on va avoir... donc, dans notre figure, on a plusieurs éléments à l'intérieur. Donc, on a les axes. Habituellement, il y en a 2. Il peut y en avoir 3. Il peut y avoir des affaires en 3D. Ça peut être visualisé, pas de problème. On a nos différents axes et leurs étiquettes. Donc, l'axe des X, l'axe des Y. On a après ça, à l'intérieur des axes aussi, l'étiquetage des ticks qu'on appelle. Fait qu'on a les major ticks, puis on a les minor ticks avec leurs différentes valeurs. Donc, c'est toutes des choses qu'on peut contrôler. Donc, on peut dire, je veux les minor ticks, je veux les major ticks, je veux que ce soit à temps, je veux que ce soit ça l'intervalle. Si tu ne spécifies rien, lui, il va essayer de faire la chose qui a le plus de sens de manière générale. Donc, ici, si on regarde notre exemple, on peut voir quand je fais juste le plot directement, ben lui, il va juste avoir des major ticks avec un certain nombre prédéfini qui dit, ben c'est donc ça l'intervalle, c'est ça que tu as besoin. Si tu veux, tu peux me spécifier quelque chose d'autre, mais voici toutes les données qui sont automatiquement à l'intérieur, sans ajout au besoin. Après ça, à l'intérieur, on peut avoir un grid si on veut, on peut avoir un titre, on peut même avoir une légende avec les différentes choses que tu graphes à l'intérieur. Nous, ce qu'on a fait, c'est des line plots, donc des éléments qui sont automatiquement reliés, mais des fois, c'est pas possible ou ça fait pas de sens par rapport aux données qu'on est en train d'avoir. On peut aussi avoir des marqueurs avec le scatter plot, où c'est que tu as juste les différents points qui représentent tes données. Donc, tous ces éléments-là font partie de la figure. Chacun des éléments a différentes possibilités quand on travaille avec la fonction pour être capable de lui donner les éléments, puis les avoir à l'intérieur. Excellent. Donc, juste pour se donner quelques exemples de qu'est-ce qui est possible d'être fait avec Matplotlib, on a juste le type de trait qui va être utilisé pour faire le graphe qu'on a besoin. Donc, on peut avoir notre X, notre Y, puis on peut avoir ici un format. Donc, on peut avoir le tiret qui est juste normal ou un double tiret qui fait juste un pointillé pour être capable de bien distinguer entre les deux. Après ça, on aurait pu rajouter une légende avec d'autres fonctions. Donc, il y a plein de possibilités qui viennent avec. On a aussi la possibilité donc de sauvegarder la figure. Donc là, ici, c'est comme dans mon notebook, mais souvent, mettons, avec un programme, j'aimerais ça que ça sorte une image, que je pourrais inclure dans un rapport, que je peux réutiliser dans un document Word, quelque chose comme ça. Donc, on a aussi des fonctionnalités pour sauvegarder les différentes figures à l'intérieur de fichiers d'images. Donc, à partir de là, tu crées ton graphe comme tu en as besoin pour bien représenter ce que tu veux. Puis après ça, tu peux le sauvegarder pour être inclus dans un document externe. Avoir de l'air d'un professionnel. Dernière petite affaire, dans les autres choses qu'on peut avoir, à l'intérieur d'une même figure, on peut avoir plusieurs sous-graphes, des subplots.
Donc, on peut avoir ici à l'intérieur de la même figure différents graphes qui vont avoir autant de possibilités que les autres, mais qui seraient comme juste une image qu'on peut utiliser avec tout ça. Fait que ça, c'est notre deuxième librairie intéressante, Matplotlib. Donc, pour travailler avec Matplotlib, c'est juste le but de faire de l'affichage. Okay? Donc, on n'a pas besoin de beaucoup plus que ça, puis ça va être beaucoup utilisé dans toutes les autres librairies. Fait que c'est important de comprendre que ça vient avec ça. Parfait. Ici, il y a une question pour des éléments financiers. Donc, ici, il parle de Pandas. Ça tombe bien, c'est la prochaine qu'on va parler tantôt, ou à partir de bases de données. Donc, ça, c'est quelque chose qui n'est pas dans le cours, les bases de données, mais qui est vraiment intéressant. Mais malheureusement, je n'ai pas le temps d'en parler. Mais si tu vas aller voir, il existe un paquet, si tu recherches Financial Library, il y a Pinfin, Pinance, qui sont différents outils pour aller chercher les différentes options directement, puis toutes leurs dérivés, toute leur gestion interne. Là. Donc, juste le lien que je t'ai envoyé dans le chat, il y a un paquet de librairies que tu peux regarder, puis essayer d'aller chercher, puis tous les autres domaines connexes, l'analyse de risque, tout ce qui est le trading de stock directement. Donc, il y en a pas mal. Ouais. Fait que ouais, troisième librairie, puis c'est celle-là vraiment qui est la culmination des deux autres. Donc, les deux autres, c'est vraiment des librairies de ce que je dirais de bas niveau, là, comme que tu peux l'installer puis tu peux commencer à faire des choses de plus. Mais la troisième, qui est la librairie Pandas, là, c'est vraiment pour être capable de faire du traitement rapide et efficace de données, puis d'aller trouver les informations que tu as besoin rapidement puis efficacement. Fait que le principe, encore une fois, c'est une librairie que tu installes qui va venir s'ajouter dans tes différents éléments d'importation. Puis à partir de là, on peut toujours la renommer. Comme ça, on n'a pas besoin de marquer Pandas à chaque fois. C'est ça le principe. Fait que le principe de Pandas, c'est que c'est vraiment comme une espèce de classeur comme Excel sur des stéroïdes. Donc, ça a sa propre type de données qui s'appelle un data frame. Donc, le principe du data frame, pensez à Excel, où c'est qu'on a encore une fois des lignes puis des colonnes. Mais en plus de ça, on va avoir pour chacune des lignes puis des colonnes un titre relié pour être capable de plus facilement se positionner, pour être capable de plus facilement aller chercher l'information. OK? Fait que dans les différentes cellules, on a seulement l'information, puis autour de ça, on a les titres des lignes et des colonnes qui vont nous permettre de travailler avec la dite information. Fait que le principe ici, c'est si, juste un exemple, là, okay, où c'est que je rentre, qu'est-ce que nous, on connaît comme étant un dictionnaire. Hein? Donc, un dictionnaire avec différentes lignes, puis il y a différentes informations à l'intérieur. Lui, le redimensionne pour avoir les différentes informations dans les colonnes, avec des noms pour chacune des colonnes. Puis, si c'est juste une liste d'informations, comme une espèce de base de données, on va avoir juste des numéros de lignes pour être capable de dire, ben ça c'est mon premier, ça c'est mon deuxième, ça c'est mon troisième, qui sont numérotés à partir de 0, fait que 0, 1, 2. Fait qu'un data frame, c'est quelque chose de 2 dimensions, qui a des lignes, des colonnes, puis qui a des noms à l'intérieur. Hein? On peut penser comme si c'était un peu un classeur où on va juste avoir la partie pertinente à l'intérieur, puis ça va être des métadonnées, les différentes informations qui viennent avec. À chaque fois qu'on travaille avec juste une liste d'informations, fait que ce soit juste l'information d'une colonne ou d'une ligne, ce qu'on va appeler, en fait, chaque colonne, ça va s'appeler une série.
OK? Donc, quand on parle du data frame, c'est qu'on parle du 2 dimensions. Quand on parle d'une série, ça va être juste une colonne d'informations, une série numérique ou une série de textes qui représente toutes les possibilités de cette colonne-là. Puis, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que quand on travaille avec les data frames, donc qu'est-ce qu'on a créé ici, avec ça ici, on peut directement y accéder avec les différents outils qui nous viennent avec. Fait que je peux dire DF, c'est tout ça, mais DF de âge, ça va être juste la colonne d'âge. Fait que si je regarde ici dans l'exemple, le DF de âge, ça me permet de juste aller chercher les âges de chacun. Puis à partir de là, on va voir que on va pouvoir ajouter de la fonctionnalité par rapport à ça. Donc, à partir, tu sais, j'ai mon data frame. Mon data frame, il y a toutes les fonctions, toutes les informations. Là, je veux sélectionner juste la partie âge, puis je veux sélectionner juste le max à l'intérieur. Fait qu'on peut voir ici que du fait que c'est dans une librairie, puis que la librairie est consciente de ce qui est en train de se passer, puis qu'elle veut nous aider à trouver la donnée pertinente, on peut comme enchaîner la sélection. Fait que je pars de mon data frame, je pars de mon tableau de 2 dimensions avec toutes mes informations à l'intérieur. Je vais chercher ma colonne âge. Parfait, j'ai juste ma colonne âge de sélectionner. À partir de juste cette colonne-là, trouve-moi c'est quoi le max. Fait que j'ai pas besoin de décortiquer les données, j'ai pas besoin de créer d'autres listes intermédiaires pour essayer de trouver c'est quoi les différentes informations. J'ai juste aligné tous les éléments, puis lui, il me donne la réponse immédiatement. Donc, on peut voir que à l'intérieur de ça, il va aussi être conscient de la majorité des éléments statistiques qui peut être intéressant. Fait qu'on peut voir ici que si je lui demande, mettons, de décrire les choses habituelles, statistiques qu'il y a à l'intérieur de ça, bien, il va dire, voici l'âge, OK, j'en ai 3, la moyenne c'est 38, OK, le standard deviation c'est 18, le minimum c'est 22, dans les premiers 25%, on a 28, dans les 50%, on est rendu à 35, dans les top 75%, on est rendu à 46, puis le maximum c'est 58. Fait qu'on a les rangs quartiles, OK, le minimum, le maximum, l'écart type, la moyenne, tout ça avec juste une information. Non seulement ça. OK, donc ça ici, déjà là, on peut voir qu'on peut faire des choses intéressantes avec les data frames de Pandas. Qu'est-ce qui est encore plus pertinent, c'est qu'est-ce que Pandas est capable de faire, en fait, d'où il est capable de recevoir son information. Fait que le principe, c'est que il y a une panoplie de fonctions pour lire différents types de fichiers qui va être capable de transformer automatiquement en data frame. Fait qu'on peut voir ici juste quelques exemples. Hey, des CSV. Hey, on a vu ça. Hein? Hey, des JSON. Hey, on a vu ça. OK, des fichiers Excel. Hey, ben ça, j'imagine que vous connaissez c'est quoi. Donc, en gros, tout ce qui représente des données est capable d'être lu par la librairie Pandas puis d'être crunché, OK, dans un data frame. À partir de là, on peut faire nos différentes manipulations, on peut rajouter, on peut modifier les données, puis une fois qu'on a terminé, on peut sortir cette information-là, puis être capable de la retrouver dans un format qui nous est utile. Fait que j'ai besoin de trouver quelque chose d'un fichier JSON, je fais des manipulations, puis après ça, j'ai besoin de sortir ça dans un Excel pour mettre ça dans un rapport. Pas de problème, Pandas est là pour toi. Donc, on a une panoplie de fonctions de lecture. Okay? Donc, read avec qu'est-ce que tu veux. Donc, CSV, JSON, Excel, tout ça, c'est disponible. Puis à partir de là, lui te donne automatiquement les différentes informations qu'on a besoin sans se casser le basic. OK? Non seulement ça, on est capable de travailler avec des graphiques avec Pandas. Fait qu'on peut voir ici, on importe Pandas, puis qu'est-ce qu'on importe? Matplotlib, parce que c'est ça la librairie qui fait des graphiques. Fait que une fois qu'on a notre data frame, hein, donc une fois qu'on a lu un fichier, qu'on a nous-mêmes rentré des données, qu'on a trouvé des données d'une autre librairie, on est capable de prendre les informations du data frame, puis de nous
créer différents graphiques avec ça. Fait que ici, on a un exemple du Air Quality, là, okay, qui nous donne des dates, puis qui a différentes stations du taux qui a été enregistré. S'il n'a pas été enregistré, okay, il y a une valeur vide à l'intérieur. Fait qu'avec ça, on peut regarder, prends le Air Quality, fais-moi un graphe de ça, ben automatiquement, lui est capable de prendre les différentes informations, les agencer avec des axes, prendre les titres des différentes colonnes, puis de représenter ça de la bonne manière, ajouter des légendes, rajouter les noms des axes, de représenter les bonnes formules, puis de juste présenter les données comme tu as besoin. Puis, à partir de là, évidemment, on peut, encore une fois, juste sous-sélectionner une partie des données que j'ai besoin. Fait que ici, si on regarde dans notre format initial, on avait des dates, puis on avait 3 stations différentes, à Antwerp, à Paris, puis à Londres. Ben ici, j'ai besoin de juste une des stations. Je peux dire, ben prends la qualité de l'air, juste celle-là de Paris, puis fais juste me dire c'est quoi celle-là spécifiquement. Puis on peut voir ici que ça me donne juste une des 3, celle-là de Paris. Là. On peut voir le gros spike ici, le 22, le gros spike ici autour du 22. C'est la bonne information. Ici, juste pour démontrer, fait que là, ici, c'est ça, pas mal le principe de faire des plots, mais qu'est-ce qui est intéressant ici, c'est que ça démontre les différents types de graphes qui sont disponibles avec Matplotlib. Fait que c'est intéressant de juste voir qu'est-ce qui est possible. Fait que juste pour voir, on est capable de faire un scatter plot, donc juste de voir les différents points. Quand il y en a une de station de Londres, c'était quoi la station de Paris? OK? Fait que ici, on peut voir quand la qualité de l'air, c'était un, c'était quoi l'autre? Est-ce qu'il y a possiblement une corrélation entre les deux? Hein? Donc, on peut voir ici que ça me dit un scatter plot, je veux que les X, ce soit la station de Londres, je veux que les Y, ce soit la station de Paris. Puis quand il y en a 2 qui sont alignés ensemble, ben, ça nous fait un petit point. Puis on peut voir ici que des fois à Londres, il y en avait beaucoup, des fois à Paris, il y en avait beaucoup, mais je vois pas ici de corrélation qui semble sortir de là. Hein? Donc c'est ça le but de la visualisation, c'est d'être capable de sortir, d'analyser pour être capable de dériver des informations à partir de juste les valeurs numériques. On a aussi des intervalles, OK? Donc on peut voir ici les différents intervalles avec les degrés de confiance habituels. Donc, si ça vous a dit rien, ces petites boîtes-là, allez faire un gentil cours de statistique. Là. Donc, c'est des intervalles avec leurs éléments. On a, encore une fois, la possibilité d'avoir des sous-graphes. Donc, à la place d'avoir juste tout à l'intérieur pogné ensemble, on est capable d'avoir des sous-graphes. Puis ici, on peut aussi avoir juste le nombre qu'il y a eu à chaque. Donc, c'est pas par date, c'est par date, mais c'est juste le nombre de points pour chacun. Fait qu'on peut voir ici que la station d'Antwerp n'en calcule pas autant que la station de Paris et la station de Londres. C'est peut-être pertinent, c'est peut-être pas pertinent. Ça dépend de qu'est-ce qu'on veut faire. Le dernier que je veux parler avec vous, ça va être le principe de statistique. Okay? Donc, comme j'ai dit tantôt, on peut le décrire, puis d'être capable de le traiter à l'intérieur. Donc, on a ici différentes fonctions statistiques, okay? Puis on peut les avoir par rapport à différents éléments. Donc, Simon demande une question très pertinente. Est-ce que tu peux prendre des informations d'une base de données? Donc, une base de données, c'est une application qui permet de faire du stockage statique. Habituellement, c'est, en gros, penser à un Excel, là, mais de manière ultra professionnelle, là, qui doit, mettons, gérer tous les comptes de Facebook ou tous les comptes de l'école. Hein, c'est ça, une base de données. Puis, le principe, c'est est-ce qu'on peut utiliser Pandas pour être capable d'avoir ça? Oui. Si on regarde dans les choses qu'on peut aller chercher, on peut aller chercher à partir d'informations de bases de données. Je ne sais pas s'il en parle directement ici. Non, pas à l'intérieur. Attends.
Si on regarde dans la base dans la documentation, on disait qu'il y a read étoile. Là, hein? Fait que si on fait une recherche pour read SQL, on va être capable d'aller chercher des différentes requêtes, les différentes informations, puis importer ça dans un data frame. Donc, c'est aussi performant que la lecture de ta base de données. Puis, une fois que l'information est importée, ben, ça devient très performant pour trouver des choses que en SQL, ça peut devenir long et fastidieux, on va dire. Excellent. Donc, toutes les différentes statistiques possibles, OK, peuvent être sorties à l'intérieur. Ici, il demande avec des céduleurs. Je ne suis pas certain de qu'est-ce qu'un céduleur. Est-ce que tu as le mot anglophone? Peut-être que ça va plus me dire quelque chose. Mais je ne sais pas de quoi tu parles en ce moment. Fait que, autre chose qu'on peut faire avec Pandas, on peut créer un sous-set de la base de données. Donc, à partir de là, on peut aller chercher juste les informations qui sont pertinentes, puis on peut aller les modifier au besoin aussi. Fait qu'en gros, si on prend cette librairie-là, puis on rapplique notre problème du deuxième travail pratique, hein, qui nous demandait de lire un fichier CSV, qui nous demandait de trier le fichier CSV, qui nous demandait de couper la liste en deux, puis d'être capable de trouver une moyenne à partir de ça. Dans Pandas, ça se fait en 2 lignes. Fait que c'est le genre de choses qui peuvent être très intéressants quand on travaille avec des vrais problèmes. Puis qu'il faut, évidemment, maintenant qu'on a réussi à le traiter manuellement, on peut comprendre pourquoi c'est utile. C'était important de le faire manuellement une fois dans notre vie. Hein? C'est comme on est un cours de base, on fait les choses un petit peu manuellement. Ici, Simon définit cédulaire comme étant des choses aussi qu'il y a des mises à jour à des heures prédéfinies. Oui, avec Python, tu peux facilement avoir des outils qui vont être exécutés de manière répétitive. C'est pas un problème. C'est pas Pandas lui-même là, qui va le faire. C'est plus dans Python, tu peux aller voir comment avoir un programme qui roule puis qui va avoir une séquence prédéfinie pour déterminer quand est-ce qu'il roule une action. Mais oui, tout ça, c'est possible. C'est des problèmes d'informatique réels qu'on a réglés. Excellent. Fait que ça fait le tour des 3 librairies que je voulais vous montrer ce soir. Donc, on a vu une librairie pour la représentation de matrices mathématiques avec NumPy qui permet de faire des opérations matricielles puis de représenter n'importe quoi en tant que matrice. On a vu ensuite Matplotlib qui me permet de faire l'affichage de graphiques à partir de données habituellement de NumPy. Puis ces 2 librairies-là sont utilisées dans une méga librairie qui s'appelle Pandas, qui me permet de faire de la gestion, de la manipulation, puis l'extraction d'informations sur n'importe quel type de données, okay, qui sont gérées à l'intérieur d'un data frame, hein, qui représente un tableau avec des lignes, des colonnes. Puis à partir de là, je peux faire pas mal ce que je veux, je peux le réécrire dans un autre type, je peux lire l'information, je peux la manipuler, et ainsi de suite. Fait que si vous voulez continuer à programmer pour des différents problèmes que vous pourriez rencontrer autant à l'école que sur le marché du travail, c'est vers ce genre de librairie-là que vous allez commencer à mettre du temps pour être capable de l'utiliser de la manière la plus efficace possible. Donc, le principe, hein, c'est que la majorité des problèmes de base ont déjà été résolus. C'est comment utiliser les outils qui sont déjà faits, qui vont nous aider à répondre à notre problème spécifique qu'il faut être capable d'appliquer. Excellent!